Vous êtes sur RTL. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Agnès Bonfillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Comme chaque semaine, on débriefe l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère. Forcément, la guerre en Ukraine balaie tous les autres sujets. Avec nous ce soir. Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin in Paris. Juan José Dorado, periodista español en París. Toro Keller, Europa-correspondent. Richard Verly, correspondant du Temps. Bonsoir. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. On le disait cette semaine, un seul sujet, la guerre sur le continent européen. Le 24 février 2022 restera dans les livres d'histoire comme la date à laquelle la Russie a envahi l'Ukraine. Image terrible de la population obligée de se cacher dans des abris, dans les métros, fuir le pays quand cela est possible. Quelles réponses peuvent apporter les alliés ? Les sanctions économiques vont-elles suffire ? Peuvent-elles suffire ? Ils refont la France, épisode 27, c'est parti. Jusqu'à 20h, Ils refont la France sur RTL. Des bombardements de l'armée russe hier matin sur l'Ukraine. Le jour n'est pas encore levé. Stupeur, Vladimir Poutine passe à l'offensive, pas simplement dans le Donbass, non. Plusieurs villes sont visées, y compris la capitale, Kiev. La déclaration die Erklärung der Woche. de la semaine. Pouvait-on imaginer une nouvelle guerre en Europe ? Hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous étions nombreux en tant que journalistes à poser la question aux spécialistes autour de nous. Il s'agit bien d'une guerre ? On peut parler de guerre vraiment ? Comme si nous avions tous du mal à y croire. Est-ce que cela a été votre cas autour de la table, Thor ? Oui, chez nous, on a eu les mêmes discussions, même 2 ou 3 jours avant que la guerre ait été déclenchée. On avait des spécialistes en train de dire non, Poutine, il est quand même rationnel, il ne va pas faire ça. Mais finalement, ils se sont tous trompés. Stupéfaction aussi, Juan Rosé ? Oui, parce qu'effectivement, personne ne pouvait y croire. Mais c'est vrai aussi que depuis samedi dernier, on avait posé la question à plusieurs journalistes dans la rédaction et un certain nombre ont commencé à dire que la guerre était pratiquement inévitable. Mais c'est vrai que nous, on pensait que ça allait être des troupes du côté du Donbass, mais on ne pensait pas que ça pouvait aller partout en Ukraine. Donc Kiev n'est pas tombé à l'heure où nous parlons, ça pourrait tomber dans les prochaines heures. Mais le fait effectivement que c'est les stupéfactions aussi du côté espagnol, la guerre peut-être, mais pas à ce niveau-là. C'est l'ampleur de l'offensive également, Richard, qui vous a surprise ? Oui, un dispositif militaire qui, rappelons-le, est parti non seulement du Donbass, mais qui est parti aussi de Biélorussie. Autrement dit, il y a eu un ensemble de forces, et c'est en ça que ça a été très surprenant. C'est-à-dire, c'est pas seulement une action punitive, c'est à la limite ce qu'on pouvait imaginer, que Vladimir Poutine voudrait mener une action punitive contre les autorités ukrainiennes. Là, c'est véritablement une offensive de grande envergure. Donc, une offensive de ce type, elle est nécessairement destinée à acquérir un territoire, à prendre, par exemple, une capitale, voire à s'assurer du contrôle de l'intégralité du pays. Oui, c'est ça, un pays qui prend possession d'un autre pays. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu ça en Europe et forcément, tout le monde est un petit peu stupéfait, Birgit ? Oui, absolument. C'est la sidération aussi en Allemagne. Et le chancelier Olaf Scholz a fait un discours, une intervention télévisée, ce qui est très très rare en Allemagne. Effectivement, il a parlé de la guerre. Il a dit c'est la guerre de Poutine, il va la perdre. Et du coup, ça c'est même un vocabulaire militaire assez rare aussi en Allemagne. Effectivement, les mots sont graves, les mots sont très lourds, choisis par les différents dirigeants. Je me tourne vers Nicolas Burnand qui est avec nous ce soir, évidemment, pour vous tenir au courant, minute par minute, de la situation sur le terrain. Merci d'être là, Nicolas. Faisons un point justement sur l'avancée des troupes russes. Eh bien, ce soir, Kiev est entré dans une phase défensive car les troupes russes avancent rapidement vers la capitale par le nord et l'est. Des combats ont lieu toute la journée dans plusieurs quartiers résidentiels. La capitale est prise en étau mais reste pour l'instant sous le contrôle des forces gouvernementales. Des ponts ont été détruits pour tenter de ralentir l'avancée de l'armée russe. Moscou affirme s'être emparé d'un aéroport à une trentaine de kilomètres de Kiev. Des parachutistes sont déployés dans la zone. Dans la capitale, les autorités ukrainiennes ont commencé à distribuer des armes aux civils qui souhaitent se
battre et leur ont conseillé de confectionner des cocktails Molotov pour faire face à l'ennemi. 4 civils ont péri dans les bombardements aujourd'hui, rien que dans la région de Kiev. Mais attention, sur le terrain militaire, rien n'est encore gagné pour la Russie, à en croire les déclarations de hauts responsables du Pentagone il y a quelques minutes. Selon eux, l'offensive russe en Ukraine perdrait de son élan face à la résistance de l'armée ukrainienne. Et Moscou n'aurait pas encore pris totalement le contrôle de l'espace aérien ukrainien. Mais il faut évidemment rester prudent ce soir. Merci beaucoup Nicolas pour ces informations. Effectivement, on voit que cela va vite. Juan Rosé, tout à l'heure vous me disiez c'est peut-être une question d'heures et de jours. Alors, restons prudents évidemment, mais n'empêche que ça va très très vite. De la part des Ukrainiens, que ce soit de l'armée ukrainienne ou que ce soit de la population, la résistance, elle s'organise, mais face à l'armée russe, je ne pense pas qu'ils puissent tenir au-delà des quelques jours, d'autant plus que les Européens, les Américains, les Occidentaux, de façon générale, on a dit qu'on ne va pas du tout envoyer de soldats du côté de l'Ukraine, donc ils savent parfaitement qu'ils sont tout seuls. Et les mesures qui vont être prises, effectivement, vont mettre du temps à être efficaces. Donc c'est une question d'heures, c'est une question de jours. On va voir certainement des scènes beaucoup plus tristes, beaucoup plus dures que celles qu'on a vues jusqu'à là. On a vu des chars, on a vu des bombardements, oui, des immeubles éventrés. Mais les heures qui viennent, malheureusement, je pense que vont être beaucoup plus compliquées et les images qui vont nous parvenir vont être aussi beaucoup plus dures. Donc après, effectivement, il y a eu cet appel du président ukrainien pour dire si vous voulez venir défendre l'Ukraine, venez nous défendre, venez nous aider. Oui, c'est tous les hommes aguerris, a-t-il dit. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous aider à nous défendre contre la Russie. Et effectivement, ils sont beaucoup, on les a entendus sur notre antenne, ces Ukrainiens à vouloir prendre les armes, même s'ils n'en ont jamais touché de leur vie, pour certains. Ce n'est pas grave, il faut se défendre, c'est ce qu'ils disent. Thor. Oui, c'est une situation sans comparaison dans ma génération. Moi, j'ai 37 ans et on est vraiment en train de vivre un enfer. Mais surtout, la population de l'Ukraine est en train de vivre quelque chose qu'on pensait était fini dans notre partie du monde. Donc c'est un choc total pour l'Europe, le fait qu'on a laissé Poutine avancer comme ça. Et là, on est en train, en Europe, c'est ça sur les questions sur lesquelles moi je travaille le plus. Cette semaine, c'est les sanctions qu'on est en train de mettre en place. Et on va en parler également. Ouais. Oui, pour le moment, il y a beaucoup de débats sur ça, mais pendant qu'on a ce débat, l'armée russe avance. Ouais, c'est ça, les sanctions économiques ne stoppent pas les chars. Ce que vous me disiez, Richard, avant d'entrer dans le studio. Oui, il faut avoir en tête plusieurs choses auxquelles on n'était peut-être pas habitué. La première chose, c'est que pour l'instant, c'est une guerre sans images. Quasiment sans images. Nous, on a été habitués aux guerres américaines. Et les guerres américaines, elles produisent une profusion d'images, parce que l'armée américaine produit énormément de ces images. Là, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on est dans une zone de brouillard. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, pour répondre à Juan Rosé, il se trouve que moi, j'étais à Bruxelles hier pour le sommet européen. Avant cela, il y avait une session du Conseil de l'Atlantique Nord. Attention quand même. Quand on dit on ne va pas envoyer de soldats, oui, l'OTAN ne va pas envoyer de soldats en Ukraine, tout le monde l'a dit, à commencer par les États-Unis. Mais Emmanuel Macron lui-même a parlé d'aide militaire. Et une aide militaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont tout de suite donné une shopping list de missiles et autres choses dont ils auraient besoin. Ensuite, il y a des choses que l'OTAN ne peut pas dire, mais va sans doute faire. On pense notamment à tout ce qui est cyber, qui a énormément d'importance dans la guerre moderne. Et Nicolas tout à l'heure parlait de l'espace aérien. L'espace aérien, vous savez, les Américains ont quand même des capacités d'avions furtifs qui dépassent très largement celles des Russes. Donc je crois que là aussi, pour l'instant, on est dans un jeu très opaque, on n'y voit pas clair, on présume de la puissance de l'armée russe. Mais elle a quand même connu de sacrées défaites, l'armée russe. Rappelez-vous la Tchétchénie, il a fallu raser Grozny pour contrôler la ville. Donc, et raser Kiev, c'est impossible. Donc là, ça va être très intéressant de voir ce qui se passe. Très intéressant aussi de parler effectivement de ces sanctions économiques. Est-ce qu'on peut faire le poids avec des sanctions économiques? On va en parler dans un instant. On fait une petite pause et ensuite nous reprenons notre édition spéciale Ils refont la France, consacrée bien évidemment à la guerre en Ukraine. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon. Ils refont la France sur RTL. 19h28, deuxième partie d'Ils refont la France avec nous ce soir. Toujours Birgit Holzer, Juan Rosé Dorado, Richard Verly et Thor Keller.
La proposta della settimana. La proposition de la semaine. Et la proposition, c'est évidemment asphyxier les avoirs russes, toucher les oligarques proches du Kremlin, bloquer l'économie, avec notamment, on en a beaucoup parlé sur RTL, le fameux système SWIFT. Rappelons que c'est un système qui valide les transactions financières entre les pays, notamment quand il y a des monnaies différentes. Et c'est la norme internationale finalement de l'import-export. La Russie en a absolument besoin pour exporter ses matières premières, gaz, pétrole, céréales ou encore acier. Ces transactions ont besoin de SWIFT car elles se font en dollars. Ce serait donc efficace. On se dit... Mais voilà le moyen de faire plier Vladimir Poutine. Sauf que tous les pays n'y adhèrent pas, car le retour de bâton pour eux pourrait être terrible. C'est le cas de l'Allemagne, Birgit. Oui, tout à fait. L'Allemagne fait partie des pays qui, pour l'instant en tout cas, voulaient pas encore déclencher cette sanction. Donc, ils craignent encore des répercussions sur tous les approvisionnements en gaz. L'Allemagne dépend de plus de 50% du gaz russe. Elle a la moitié du charbon russe et 35% de pétrole vient de Russie aussi. Et je pense que l'Allemagne a été trop surprise par cette escalade de la situation pour déjà pouvoir regarder l'après et pour préparer en fait un système anticiper finalement un autre mois de système. la Russie. Et donc pour l'instant, ça peut encore bouger, mais pour l'instant, le gouvernement a simplement trop peur que ces sanctions-là puissent être trop néfastes pour l'économie allemande. Et est-ce que cela fait débat quand même en Allemagne en disant ça peut être quand même... Oui, ça fait débat. Oui, ça peut être quand même un moyen. Ça fait débat. Oui, il y a quand même une grande pression maintenant sur le chancelier Olaf Scholz, aussi de la part de l'opposition allemande, des médias, de l'opinion publique allemande, mais même de ses propres partenaires dans sa coalition. Donc je pense que c'est possible que cette position bouge encore. Il a même dit lui-même, aussi le ministre des Finances Christian Lindner l'a dit aussi. On dit aussi que on veut faire des sanctions par étapes, donc ça peut venir dans une troisième étape. Après, il y a une certaine incompréhension pourquoi, en regardant les images, en sachant ce qui se passe en Ukraine, pourquoi on attend encore une étape de plus. Le système SWIFT, ce serait une solution, Richard ? Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des entreprises européennes nombreuses en Russie qui ont besoin de rapatrier des capitaux. Donc, si la déconnexion se faisait maintenant, ces compagnies ne pourraient pas rapatrier leurs fonds. Donc il est finalement assez logique que dans un premier temps, ce système d'échange et de transactions financières reste en place. Rien ne dit qu'il le sera encore dans une semaine. Autrement dit, c'est un élément que les Occidentaux peuvent activer quand ils le veulent. Moi, au sommet européen, c'était bien évidemment ça qui était au menu. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'on a le sentiment que les sanctions, ce paquet de sanctions, même s'il peut paraître un peu ésotérique, puisqu'on parle d'éléments technologiques pour les avions, on parle de semi-conducteurs, on parle de choses qui apparemment sont très loin de la réalité quotidienne. L'objectif, c'est de paralyser le réseau aérien et globalement le fonctionnement de l'économie de la Russie. Parce que les Européens ont bien compris que la Russie devient de plus en plus autosuffisante pour un certain nombre de productions. Donc, il n'est pas possible de l'empêcher ou de la priver de quoi que ce soit parce qu'elle a moins de besoins. Financièrement, elle n'est pas si dépendante de l'Occident que ça. Par contre, si vous paralysez son réseau dans un pays aussi énorme que la Russie, qui a besoin de dessertes aériennes, etc., à ce moment-là, vous lui faites très mal. Et on a les moyens de le faire ? C'est en tout cas l'objectif de ces sanctions tel qu'il a été présenté, notamment pour mettre à terre la flotte domestique d'avions russes en les privant de pièces détachées, de pièces de rechange, etc. Et ça, c'est intéressant parce que la Russie ne peut pas se permettre d'avoir ses communications complètement éteintes parce qu'à ce moment-là, la population, évidemment, vous l'imaginez, peut-être ne se soulèverait pas, mais en tout cas ferait part de sa colère. Mais là, c'est assez long à mettre en place finalement cette répression, entre guillemets, économique, les privés de pièces détachées, etc. Pendant ce temps, les chars avancent, j'ai envie de vous dire. On n'est pas du tout sur la même... Je crois que l'objectif des sanctions n'est pas d'arrêter les chars. L'objectif des tensions est de faire comprendre à Poutine qu'il s'en sortira très endommagé, que son pays en sortira très endommagé, pour qu'il donne l'ordre
d'arrêter les chars. Juan Rosé. Alors, le système SWIFT est très intéressant parce que effectivement, ça va faire du mal. Mais les Russes vont trouver effectivement la façon de le contourner. J'ai travaillé à un certain moment sur ce système, notamment pour l'Iran. Et l'Iran a trouvé, entre guillemets, une façon de le contourner. Ça fait quand même du mal parce qu'on a appauvri l'Iran. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est quel va être, à partir donc d'aujourd'hui, de demain, le rôle de la Chine, jusqu'où elle est prête à aller pour aider les Russes. Parce que tant que la Chine peut aider les Russes, oui, le système va être contourné, ils vont trouver des solutions. Mais j'ai des forts doutes sur ce rôle chinois. Et je crois que les Européens et les Américains aussi ont un œil sur la Chine, et des pressions doivent être faites sur la Chine, effectivement, pour couper un peu cette relation privilégiée à laquelle on insiste depuis plusieurs semaines entre Poutine et le président chinois. Mais ce sont des mesures, effectivement, qui peuvent être efficaces, sauf que, et tu l'as dit, Richard, tout à l'heure, c'est une guerre où, pour l'instant, on n'a pas d'image. Mais nous aussi, on a besoin de convaincre notre opinion publique des pays européens qu'on fait quelque chose. Et on ne peut pas attendre des semaines et des semaines pour voir que ça marche. Et donc, comment trouver le juste équilibre entre des sanctions et aussi de convaincre notre opinion publique qu'on fait des choses, c'est encore un défi pour les pays européens. Vous êtes d'accord, Thor ? Oui, en fait, la première ministre danoise, Madame Frederiksen, vient d'annoncer que ça va probablement, le fait de fermer SWIFT va probablement être dans la troisième paquet. Donc, elle a beaucoup de confiance quand elle a dit ça, et je pense que c'est ça le sujet pour les jours à venir. Comment faire ça? Et Lindner, comme a mentionné notre collègue allemande, il a dit qu'on est prêt à regarder ça. Donc, je suis pas sûr que ça, c'est les grands sujets. On a vu maintenant la Pologne en train de livrer des armes, une grande ligne de camions en train de livrer des armes aux Ukrainiens. Mais dans quelques jours, c'est pas sûr qu'il y a une armée ukrainienne avec qui on peut travailler. La voie diplomatique est-elle encore possible? On en parle dans 1 minute sur RTL, juste après cette petite pause. Ils refont la France sur RTL. Agnès Bonfillon. Ils refont la France sur RTL. Avec Agnès Bonfillon. Et avec Birgit Holzer ce soir, Juan Rosé Dorado, Thor Keller et Richard Verly. Merci à vous 4 encore une fois d'être là. On passe au flop de la semaine. Le flop Der Flop der Woche. de la semaine. Ils ont franchi la ligne rouge, c'est pour cela que j'interviens dans le Donbass. Que ceux qui tenteraient de gêner ou encore de menacer la souveraineté de notre pays ou de notre peuple sachent que la réponse de la Russie sera immédiate et qu'elle aura des conséquences telles qu'ils n'en ont encore jamais connues dans leur histoire. Déclaration glaçante de Vladimir Poutine pas la nuit dernière, il y a 48 heures. C'est le flop de la semaine, évidemment, l'échec de la voie diplomatique. Une voie diplomatique qui a complètement échoué, mais quand même, Nicolas Burnand, vous êtes resté avec nous. Ces dernières heures, Vladimir Poutine semble revenir un petit peu sur cette scène diplomatique. Effectivement, ça ne tient qu'à un fil. Vous savez que l'Ukraine a rompu toutes ses relations diplomatiques avec la Russie, mais des contacts informels ont lieu. Les deux parties semblent se parler ces dernières heures, essayer de trouver un terrain d'entente pour entamer des négociations. La Russie propose une réunion à Minsk, en Biélorussie. L'Ukraine a répondu qu'elle préférait discuter à Varsovie, en Pologne. Ce soir, les contours et les conditions d'un tel rendez-vous restent flous, hypothétiques. Vladimir Poutine pourrait très bien brouiller à nouveau les cartes et aller jusqu'au bout. Ces dernières heures, le Kremlin a répété que son objectif est de libérer les Ukrainiens de l'oppression, laissant entendre que Moscou pourrait renverser le pouvoir en place. Le président russe a même appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir contre le président Volodymyr Zelensky et son entourage, qu'il a qualifié, je cite, de néo-nazis et de drogués. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Nicolas Burnand. Thor, est-ce que la voie diplomatique, selon vous, est encore possible? Non. C'est clair. Je pense que c'est pas du tout possible. Et la suggestion de Poutine d'aller à Minsk, se rencontrer à Minsk, c'est absurde. Donc je pense que c'est Vous n'y croyez pas? On n'y croyait pas. J'ai entendu monsieur le président Sarkozy parler de ça aujourd'hui, et je trouve que c'est complètement... il n'a pas compris la situation dans laquelle on se trouve.
C'est hors sujet pour vous. On rappelle que Nicolas Sarkozy était reçu par Emmanuel Macron en tant qu'ancien président de la République, tout comme François Hollande d'ailleurs. Ça donnait encore un petit peu plus de gravité à la situation. On le rappelle, Juan Rosé. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas si comme toi. Non. Je pense qu'il y a toujours cette possibilité diplomatique. D'ailleurs, même si c'est mince, le filet actuellement, même si c'est mince, mais ça reste ouvert. Le fait de ne pas s'envoyer des troupes, le fait d'insister sur ce fait, le fait du coup de fil de Macron à Poutine, tout ça montre qu'on ne souhaite pas couper cette voie diplomatique, sachant que dans les prochaines heures ou peut-être dans les prochains jours, ça va être très compliqué. Mais il faut se donner un tout petit peu de temps, effectivement. Peut-être pas pour aller à Minsk, peut-être pas pour aller du côté de Varsovie, mais c'est sûr qu'on trouvera un endroit où pouvoir se réunir. Et le fait que ces deux pays puissent se rencontrer pour négocier est déjà pour les Européens une petite victoire, parce qu'à ce moment-là, et je pense que là, Richard, effectivement, quand il s'interroge sur le fait que les troupes russes ne soient pas entrées encore en Varsovie, ça pourrait dire aussi... À Kiev, excuse-moi, à Kiev. Varsovie, c'est peut-être plus tard. C'est peut-être plus tard, effectivement, mais effectivement, ça veut peut-être dire effectivement que du côté du Kremlin, on se dit, faut pas pousser trop loin le bouchon parce que sinon il n'y a pas de marche arrière. Et en Allemagne, Birgit, est-ce que l'on croit à la voie diplomatique ? Est-ce que l'on y croit encore surtout ? Je pense qu'on a vu que Vladimir Poutine s'est montré comme un homme qui n'est pas un partenaire fiable. En même temps, je pense que tant qu'il y a la moindre chance, la moindre fenêtre pour des discussions, pour une voie diplomatique, on va bien vouloir la prendre. Je pense qu'en Allemagne, il y a une grande désillusion, une grande déception. Pendant 16 ans, Angela Merkel était chancelière et on pensait toujours qu'elle avait une relation un peu particulière avec Poutine. On disait qu'elle le comprenait mieux que d'autres. Elle-même, elle a grandi dans l'ex-RDA. Donc, il y avait quand même des rapports. En plus, le chancelier avant, Gerhard Schröder, est un proche de Poutine. Il est un des hommes clés de la société Gazprom. Donc, on pensait pouvoir comprendre Vladimir Poutine. On pensait... toujours arriver à le convaincre finalement. Un moyen de trouver un terrain d'entente. Et là, on voit qu'on s'est complètement trompé. Il a menti à tout le monde. Et du coup, il y a un désarroi en fait. Et pourtant, je pense qu'on va toujours tout essayer pour arriver à une désescalade de la situation. J'ai quand même une petite question, alors ça peut s'approcher d'une question philosophique pour vous, Richard. La diplomatie a-t-elle encore sa place en temps de guerre ? Est-ce que l'on peut parler de diplomatie quand on est en guerre ? Bon, vous parlez à un journaliste suisse, c'est-à-dire d'un pays qui est neutre et qui abrite le Comité international de la Croix-Rouge, qui précisément a pour but de se déployer dans les théâtres de guerre et d'y venir au secours des populations civiles. Donc ma réponse serait oui. Mais il faut bien faire la différence. Il y a deux types de diplomatie dans un cas comme ça. Vous avez la diplomatie qui consiste à obtenir un cessez-le-feu. Et ça, au fond, c'est pas de la diplomatie, c'est du rapport de force. Il s'agit de dire où est-ce qu'on s'arrête et où est-ce que les hostilités peuvent s'arrêter de manière à précisément permettre la reprise de pourparlers normaux. Il me semble que les discussions qui pourraient avoir lieu maintenant seraient des discussions sur un cessez-le-feu. Et ça suppose ni plus ni moins, Poutine ne l'acceptera que s'il a le sentiment que son opération militaire s'enlise. S'il a le sentiment que Kiev est à sa portée et que les Ukrainiens ne vont pas résister, il n'a aucun intérêt au cessez-le-feu. Si par contre, dans les jours, dans les heures qui viennent, eh bien, il apprend, parce qu'il a tous ses renseignements, que c'est beaucoup plus difficile que prévu, alors là, il y aura un espace qui va s'ouvrir pour ce cessez-le-feu. Et ensuite, une voie diplomatique, alors laquelle, dans quelles conditions, il est évident qu'on le voit mal, parce que là, ce serait une défaite totale, accepter le retour de ses troupes dans le Donbass et la réinstallation, enfin d'ailleurs, il n'a pas besoin d'être réinstallé puisqu'il n'est pas parti, le président ukrainien Zelensky. Donc, il va falloir que Vladimir Poutine obtienne quelque chose. Et ça, c'est toute la question. C'est qu'est-ce qu'il peut obtenir dans des conditions où personne ne veut plus rien lui donner. Pardon, mais la question, c'est quand même de savoir si on peut encore croire Vladimir Poutine avec ces dernières semaines. On l'a vu, il semblait complètement disposé à discuter, à parlementer. Finalement, il a fait ce qu'il a voulu. Paradoxalement, l'expérience montre que dans une situation de guerre, c'est plus facile de croire les dirigeants. Parce que
ils ont fait parler la poudre, ils ont fait parler l'armée, et là, ils sont devant des faits dont ils sont obligés de tenir compte. Finalement, quand Vladimir Poutine était au Kremlin derrière sa grande table, il pouvait dire à peu près n'importe quoi. Maintenant, c'est différent. Et une chose dont on ne parle pas non plus, et là, ça nous ramène à l'OTAN aux États-Unis, c'est les capacités d'observation. Parce que vous pensez bien qu'aujourd'hui, l'OTAN suit presque peut-être au centimètre la progression de l'armée russe. Merci beaucoup. Dans un instant, et déjà 4e et dernière partie d'Ils refont la France. Et pardon, mais on s'intéressera quand même un petit peu à nous, à la campagne présidentielle en France. Excusez du peu, forcément chamboulée avec les événements actuels. RTL, Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France avec Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon. Ils refont la France sur RTL. À 19h47, dernière partie d'Ils refont la France. Toujours avec nous en studio, Richard Verly, Birgit Holzer, Juan José Dorado et Thor Keller. Le mot The word of the week. de la semaine. Le mot de la semaine, c'est campagne. Vous savez, la campagne présidentielle, on l'a presque oublié ces 2 derniers jours. Totalement chamboulée, la campagne présidentielle française. Elle n'aura plus le même visage, elle ne pourra plus avoir le même visage selon vous, Juan José. Y a-t-il une campagne? Y a-t-il eu une campagne? Va-t-il avoir une campagne? Moi, on me posait la question à la rédaction, je dis non, pour moi, la campagne est finie. La campagne présidentielle qui n'a même pas débuté est finie. Parce que maintenant, Emmanuel Macron, qui a déjà annoncé que la déambulation du côté du salon de l'agriculture est arrêtée, très brève, donc mais il ne la fera pas, voilà, est en train de se centrer sur la crise ukrainienne. Et ça, pour lui, c'est aussi une campagne électorale. Déjà, l'opposition est inaudible, les autres candidats sont inaudibles. Dans les prochains jours, je suis convaincu que les sondages vont montrer un Emmanuel Macron qui ne sera pas à 24-25, mais à 30% d'intention de vote. Il va se déclarer à la dernière minute et il va nous dire « Écoutez, moi j'aimerais bien faire la campagne électorale, sauf qu'aujourd'hui, je suis président, et je vais surtout être président et me centrer sur ce problème. » Pour lui, c'est aussi tactique, mais bon, il ne voulait pas ça, je suis convaincu. Mais la question est de savoir s'il y a une campagne. Non, il n'y a pas eu. Et pour moi, il n'y aura pas une vraie campagne électorale. C'est fini. Vous, Birgit, vous avez quel regard sur cette campagne chamboulée ? Déjà, à chaque fois on dit que cette campagne-là est différente des autres, et c'est vrai pour celle-là aussi. Effectivement, je pense qu'il y aura une campagne, mais effectivement vraiment chamboulée, très courte aussi, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Emmanuel Macron restera encore plus il aura encore plus l'habit de l'homme d'État qui gère des crises internationales que le candidat. Et en plus, ses principaux adversaires sont aussi affaiblis par cette guerre, par cette crise, parce que Éric Zemmour et Marine Le Pen, très longtemps, ont quand même eu des mots assez doux vis-à-vis de Vladimir Poutine, en disant qu'il comprenait, que ça serait aussi la faute de l'OTAN, la faute du monde occidental, pardon. Ils ont été obligés de faire une sorte de rétropédalage, et je pense pas que ça soit en leur faveur. Et pareil pour Valérie Pécresse, qui a du mal à à prendre ses distances avec François Fillon, qui est resté proche aussi du pouvoir russe. Donc je pense effectivement cette guerre va vraiment avoir une incidence sur cette campagne électorale en France, et en même temps, elle va avoir lieu. Une incidence positive, alors si je vous entends bien, sur en tout cas la position d'Emmanuel Macron. Richard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Emmanuel Macron, son rôle diplomatique là, qui a échoué, puisque la voie diplomatique a échoué, on lui pardonne ? Il a fait le job. Personne ne peut contester qu'il était dans son rôle quand il est allé à Moscou. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y est pas allé un peu tard ?
Est-ce qu'il n'aurait pas dû y aller avant ? Mais c'est toujours facile de se poser ces questions a posteriori. Et il n'a pas été le seul, entre guillemets, à être giflé par Poutine. Olaf Scholz est allé, lui aussi, une semaine plus tard à Moscou, et le résultat a été le même. Donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron était dans son rôle. Il a essayé, et c'est une de ses caractéristiques, d'ailleurs, de prendre ses risques assez souvent. Maintenant, pour ce qui est de la campagne, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence surtout entre la vitesse des médias et la vitesse des gens normaux. C'est-à-dire que les médias, eux, sont à plein dans la campagne, à 1000%, voire à 2-3000%, alors que le Français normal, lui, peut-être, il attend simplement de voir les programmes d'abord. Il attend que Macron soit candidat parce que c'est à ce moment-là que les choses vont se décanter. Et je crois quand même qu'un certain nombre d'enjeux vont apparaître durant cette campagne. Moi, je suis assez optimiste. Je ne pense pas que les gens vont se détourner de cette campagne et vont voter les yeux fermés en quelque sorte sur la base du contexte international. Un mois c'est court, mais ça peut permettre encore un véritable débat, notamment quand les meetings vont commencer. Donc attendons et peut-être croyons un peu plus dans la démocratie. Vous en pensez quoi, Thor ? Vous êtes d'accord avec Richard ? Là, ça fait déjà 2 ans qu'on s'est dit que là, ça va être Macron contre Le Pen. Donc, on a eu énormément de prévisions avant. On a dit, OK, ça va être ça, ça va être ça. Et moi, je connais la France maintenant. J'ai habité ici depuis 7 ans et je sais que tout peut changer dans 2 jours, dans 3 jours. Dans ce pays, ça dépend de beaucoup de choses. Donc oui, je suis d'accord que c'est un sujet qui est déterminant pour la campagne. On va beaucoup en parler. Mais je ne suis pas sûr que tout est complètement joué encore. Et je suis d'accord avec Richard, que le fait que je ne suis pas sûr que les Français sont si sensibles aux ces sujets que nous, le média. Il y a des autres sujets qui sont très importants, le pouvoir d'achat, etc. Donc oui, je suis convaincu que Macron est toujours favorite pour continuer. Mais je ne vais pas dire que tout est échoué, pas complètement. Ce serait quand même insensé de se dire, en temps de guerre, on déplace une campagne électorale. Surtout une campagne présidentielle. On n'a pas déplacé des scrutins en pleine pandémie. On l'a vu en 2020, notamment avec les régionales, par exemple, en 2020. Donc non, on ne va pas le faire parce que le temps de la démocratie doit rester le temps de la démocratie. Mais c'est vrai que ça va être très particulier. Et c'est quoi une campagne ? C'est aussi l'opportunité de confronter des programmes. D'accord, mais quel programme ? Parce qu'on ne voit pratiquement pas les programmes des différents candidats. On va voir des énoncés des programmes. C'est la confrontation physique, entre guillemets, entre les différents candidats autour d'une table. Et ça, on va pas certainement le voir. Ça va être très rare qu'on puisse arriver à avoir un débat entre les différents candidats. C'est pour ça que je disais que la campagne électorale est morte, parce que quelque part, Emmanuel Macron va avoir une telle distance par rapport aux autres qu'il n'aura pas assez mouillé. Et c'est pour ça que, effectivement, je suis de ceux qui sont pessimistes par rapport à la qualité de cette pseudo-campagne électorale qui pourrait avoir lieu donc dans les prochaines semaines. Hyper poli, Thor, lève la main pour prendre la parole. Je suis le bon élève scandinave. Non, juste pour dire qu'il y a quand même une signal très forte aussi dans la démocratie. Et en fait, on est en train de vivre quelque chose en Ukraine. Les Ukrainiens sont en train de vivre quelque chose qui va dire qu'ils n'auront peut-être pas la démocratie dans le futur. Donc là, en France, aujourd'hui, on a toujours la démocratie. Il faut faire vivre cette démocratie. Je pense que c'est très important. C'est ce côté, attention, faites attention, c'est fragile. Ne vous y habituez pas, c'est fragile. Oui, et paradoxalement, l'intérêt d'Emmanuel Macron n'est pas de tuer le match. Parce que si lui, il en rajoute sur le thème, écoutez, je suis trop occupé, je dois m'occuper de la Russie, etc., et j'ai pas le temps de m'occuper de vous, ça va quand même être très très mal perçu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché, mais il y a des colères qui couvent dans le pays, il va falloir qu'il s'adresse aux Français. Donc, encore une fois, moi je pense qu'il va aller à la rencontre des Français, il va faire des propositions. Sur la base de ces propositions, on va avoir une perspective un peu plus élaborée de son prochain quinquennat, et les choses peuvent se mettre en place. Maintenant, s'il faut dire que cette campagne ne sera pas ordinaire, je crois que tout le monde est d'accord, on n'est pas dans des temps ordinaires, mais franchement, le Covid, c'était pas très ordinaire non plus. La question est de savoir si elle commence aujourd'hui la campagne ou s'il va commencer à partir du 10 avril, c'est-à-dire au 12e tour. Parce que c'est là, en fait, où on pourra avoir une vraie campagne. Parce qu'il n'y a que 2 candidats. Mais jusqu'au 10 avril, c'est là où je suis pessimiste. Birgit, je voulais vous demander si en Allemagne, on trouvait la campagne présidentielle française intéressante. En général, on s'intéresse beaucoup à la politique française, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que on a l'impression
en Allemagne que le match est joué, en fait. Et on s'intéresse beaucoup moins. Il y a 5 ans, on avait une certaine peur, même en Allemagne, d'avoir la possibilité d'avoir une présidente extrême droite à la tête de la France. Aujourd'hui, on entend beaucoup moins ces voix et on pense apparemment qu'il n'y a pas un grand suspense. Merci beaucoup Birgit Holzer d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Juan Rosé également, Richard Verly et Thor Keller. C'était un plaisir de vous recevoir. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h15 sur RTL, avec Amandine Bégaud. Dans un instant sur RTL, eh bien, Christophe Paco vous présentera RTL Foot. Et juste avant, l'essentiel de l'actualité, eh bien, ce sera avec Aude Vernuccio. Bonne soirée à tous sur RTL.